Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez tous très bien. Le 22 décembre 2024, lors d'une interview exclusive avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, un entretien exceptionnel a eu lieu sur l'état actuel de la Hongrie, son rôle en Europe, et les défis mondiaux auxquels le pays fait face. Une conversation où il aborde la guerre en Ukraine, la présidence hongroise de l'Union européenne, et la quête inébranlable de la paix dans un contexte de tension internationale. Restez avec nous pour découvrir des révélations puissantes, des analyses politiques de haut niveau, et une perspective unique sur l'avenir de la Hongrie et de l'Europe. Ne manquez pas cette interview inédite. Avant de commencer, merci d'aimer la vidéo et la partager sur vos statuts et dans vos groupes. Vous avez toujours la possibilité de rejoindre ou de soutenir notre chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ou « Merci » en bas de la vidéo. Merci pour votre précieux soutien. Allons-y. Je pense que ce n'est ni une tâche facile ni particulièrement agréable de parler de cette année dans une telle interview. Et en plus, il reste encore quelques jours avant qu'elle ne se termine. Si vous deviez souligner une chose qui est la plus importante, que diriez-vous? Que nous sommes en train de sortir de la guerre. Avec quelles aides ou par quels moyens? Cela nous mène directement à parler de Trump, car Trump est le grand espoir pour sortir de cette guerre. Nous sommes plus proches de la paix qu'il y a un an. Nous sommes à portée de main de la paix. Les 3 dernières années ont été accablantes. Vivre alors qu'à côté, dans le pays voisin, se déroule une guerre où des centaines de personnes meurent chaque jour, parfois des milliers. Et un pays, sous nos yeux, se vide et bombardé, perd une part importante de ses ressources. Vous pensez à l'Ukraine et vous réalisez que chaque jour il y a au moins des centaines ou des milliers de nouveaux veufs et orphelins. Et vous vivez à côté de cela, vous le voyez, et vous ne pouvez pas vous soustraire à son impact. Car en même temps, à cause de cette guerre, les prix montent en flèche, le marché de l'énergie est bouleversé. Ce que vous payiez autrefois, disons 7 milliards de dollars par an, coûte maintenant 17 milliards. Vous ressentez que tout ralentit, que tout devient difficile, et que vous devez simplement survivre à l'année. Donc, la tâche est de ne pas sombrer, de ne pas faire pire qu'avant. Cela laisse une empreinte sur l'humeur des pays voisins, sans parler des pauvres Ukrainiens. Et nous avons vécu ainsi pendant 3 ans. Et maintenant, le fait que cela puisse se terminer est comme si vous remontiez à la surface après avoir été sous l'eau, et que, après une longue période, vous pouviez enfin respirer. C'est un sentiment extraordinaire, à mon avis. Et nous sommes littéralement à portée de main de cela. Cette année, il y a eu 2 missions de paix, 2 tournées de ce type, et hier après-midi, lors de votre conférence de presse, samedi après-midi, vous avez déclaré que cette mission de paix était obligatoire pour la Hongrie. Pourquoi était-ce obligatoire pour la Hongrie? Eh bien, c'est un pays chrétien. Nous avons récemment enterré Imre Kozma, le père Imre Kozma. Vous parlez du père Imre Kozma. Nous avons appris de lui que le christianisme n'est pas une théorie, mais une pratique. Donc, si vous êtes un pays chrétien, vous devez aider ceux qui sont dans le besoin. D'un autre côté, nous avons également reçu des outils pour cela, car au cours de ce semestre, la Hongrie a assumé la présidence de l'Union européenne. Donc, nous avions en main plus d'outils que d'habitude, plus que ce que la taille traditionnelle de la Hongrie pourrait justifier. Et dans de tels cas, il faut les utiliser, c'est un devoir. Ce n'est pas par hasard que j'ai rencontré le Saint-Père au Vatican. Comment évaluez-vous ces 2 missions de paix? Ont-elles été réussies? La situation générale vous donne plutôt envie de pleurer. Il est difficile de parler de résultats ici. Ce qui est certain, c'est qu'en juillet, lorsque nous avons pris la présidence hongroise, parler de paix était inacceptable. C'était comme si vous invoquiez le diable. En juillet 2024, parler de paix en Europe vous discréditait. Mais nous n'avons pas cédé. Nous avons pris ce risque et nous avons constamment parlé de paix. Et après 6 mois, nous sommes arrivés à un point où aujourd'hui tout le monde parle de paix. Ce qui était auparavant un sujet interdit et un objectif politique interdit est aujourd'hui enfin quelque chose dont on peut discuter raisonnablement. Nous avons atteint ce point, mais cela ne signifie pas encore la fin de la guerre. L'investiture du président américain aura lieu le 20 janvier, et à ce moment-là, un nouveau monde commencera. Jusque-là, il est utile de garder des objectifs réalistes en vue. J'ai proposé un cessez-le-feu de Noël. Dans l'histoire des guerres européennes, ce n'est pas sans précédent. Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, il y a eu un cessez-le-feu à Noël qui a duré quelques jours, accompagné d'échanges massifs de prisonniers. Je pense avoir réussi à convaincre le président russe de prendre cette idée au sérieux. Les Ukrainiens, pour une raison mystérieuse, ne sont pour l'instant pas disposés à cela, mais Noël n'est pas encore là. Ne perdons pas espoir, surtout à cause de Noël orthodoxe. Nous parlons ici de Noël orthodoxe. Si nous jetons un coup d'œil dans la boule de cristal politique, nous voyons des choses très intéressantes. Pour moi, un budget de paix signifie que la Hongrie relie sa reprise économique à la paix, ce qui, en fin de compte, est lié à Trump. Cependant,
je ne suis pas sûr que l'Union européenne soit prête pour Trump. L'Union européenne voit la paix dans la victoire de l'Ukraine dans cette guerre. Cela crée un cercle très complexe, et je ne sais pas si ces contradictions ou divergences peuvent être résolues. Nous verrons bien si elles le peuvent ou non. Ce qui est certain, c'est qu'il existe ces désaccords, comme vous l'avez globalement décrit ici. Il y a une nouvelle réalité, en partie sur le front. Tout le monde en a entendu parler. Je ne révèle pas de secrets militaires ici, mais les Russes progressent. Lentement, méthodiquement, ils avancent, broyant tout sur leur passage. Les pertes humaines sont terribles des deux côtés. Les rapports de force sont également clairs. Cette guerre a été perdue par l'Union européenne. Maintenant, ils essaient d'inventer toutes sortes d'astuces de communication pour expliquer, d'une manière ou d'une autre, que les Russes ne l'ont pas vraiment emporté, ou pour définir ce qu'est une victoire. Mais personne ne peut réellement dire ce que cela signifie. Nous allons assister à des tentatives de communication maladroites pour nous expliquer pourquoi une défaite est une victoire et pourquoi une victoire est une défaite. Peut-être devrions-nous relire les livres des sophistes pour tenter de comprendre cette logique, mais cela ne change rien au fait. Il y a une réalité sur le champ de bataille que nous, Hongrois, avons toujours reconnue. Nous avons toujours dit que ce conflit devait être contenu. Si le conflit s'étend, s'il se renforce, et si les Européens s'y engagent comme si c'était leur propre guerre, alors, en comparant les performances militaires, une défaite encore plus grande nous attend. Notre intérêt est que ce conflit reste limité. C'est la première nouvelle réalité. La deuxième, c'est qu'il se passe quelque chose en Amérique qui ne s'est pas produit depuis très longtemps. Un acteur déterminé, prêt pour une lutte civilisationnelle, une lutte pour l'âme et l'avenir de l'Occident, entre en scène. Cet acteur est du côté des patriotes, du côté de la vie. Et cela va changer tout le monde occidental. Moi, je vis déjà mentalement dans cette réalité. Le gouvernement hongrois se positionne déjà dans cette réalité. Le budget a été élaboré en fonction de cette réalité. Comme vous le dites, les gens de Bruxelles, eux, sont encore dans l'ancienne réalité. Ils ont un train de retard. Ils vivent encore dans ce qui existait avant le grand changement. Ils disent qu'il faut continuer à tout faire comme avant. C'est une grave erreur. Ils vont en payer un lourd tribut. 310 milliards d'euros. C'est l'estimation des coûts de cette guerre pour l'Europe et l'Amérique jusqu'à présent. C'est ce qu'ils ont dépensé. Vendredi, lors de votre intervention sur Kossuth Radio, vous avez donné quelques exemples de ce que cet argent aurait pu financer. Par exemple, rattraper le retard des Balkans occidentaux ou stabiliser la région du Sahel, ce qui est crucial pour la question de la migration. Mais si nous retournons la question, que se serait-il passé en Ukraine, selon vous, si ces 310 milliards d'euros n'avaient pas été dépensés? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'en avril 2022, 2 mois après le début de la guerre, des négociations secrètes ont eu lieu entre les parties à Istanbul. Les résultats de ces négociations avaient été mis par écrit, et elles étaient à quelques heures d'un accord. Et cet accord a été rendu impossible par l'intervention des Occidentaux. Ils ont pratiquement empêché les Ukrainiens de signer l'accord. C'est un fait, oui, l'accord n'a pas été signé, alors qu'il était à 2 doigts de l'être. C'est donc un fait connu dans le monde politique d'Europe occidentale. Les documents relatifs à cet événement sont également connus, et nous pouvons en apprendre les détails. Cela montre qu'il y avait une opportunité en avril 2022 pour un cessez-le-feu et une paix durable. Cela prouve que la tâche n'était pas insoluble. Ils ont simplement gâché cette chance. Mais pourquoi? Pourquoi l'Occident ne veut-il pas de paix? Pourquoi ne voulait-il pas, à ce moment-là, empêcher la guerre? C'est là que je ne suis peut-être pas la bonne personne pour répondre à vos questions. Parce que moi, je voulais la paix. Cependant, il est clair que vous, si vous le souhaitez, pourriez jouer un rôle dans la médiation entre l'Union européenne et Trump. Beaucoup disent qu'une politique économique protectionniste suivra du point de vue américain, ce qui signifie l'Amérique d'abord, que ce soit par rapport à l'Union européenne ou à la Chine. Pensez-vous pouvoir aider à établir une relation relativement amicale entre Trump et l'Union européenne? Cela me fait souvent sourire. La politique est un monde dans lequel il est difficile de pénétrer les méandres. Quand les analystes politiques font des propositions, cela me rappelle toujours ces conseillers qui se tiennent au bord d'un ring de boxe, donnant des conseils à un boxeur qui revient après un round. Le pauvre boxeur sait exactement ce qu'il a ressenti il y a 3 secondes, lorsqu'il a pris un coup au visage, à l'estomac ou aux côtes flottantes. Et ceux qui donnent ces excellents conseils n'oseraient pas entrer dans le ring eux-mêmes, et probablement ne l'ont jamais fait de leur vie. Pourtant, ils donnent des conseils. Alors, soyons prudents avec les analystes politiques. Le monde de la politique est souvent très différent de ce que les analystes imaginent. Par exemple, il n'y a aucun besoin de médiation entre les États-Unis et l'Union européenne. Ces Américains sont comme les cow-boys confiants que vous voyez dans les westerns, grands, puissants, sur 2.
Ils n'ont pas l'habitude de demander à quiconque d'intervenir pour eux dans une affaire. Ils arrivent, disent ce qu'ils veulent, et si vous allez les voir, ils vous diront ce que vous devez faire. Donc non, il n'y a aucun besoin de médiation. Dans le monde moderne, avec les technologies actuelles, il est possible de se connecter à n'importe qui à l'autre bout de l'océan en 5 secondes. Toutes les conditions pour un contact direct sont réunies. Il n'y aura donc pas de rôle de médiation. Ce sera autre chose. Il y aura de grandes disputes. Ce n'est pas une question de médiation, mais de participer intelligemment à ces disputes. Et il y aura de grandes disputes entre le nouveau gouvernement des États-Unis et l'Union européenne. Hier ou avant-hier, j'ai vu que le président avait envoyé un message à l'Europe. Il disait que si vous n'êtes pas prêt à corriger l'actuel déséquilibre commercial en faveur de l'Union européenne par rapport à l'Amérique, alors des droits de douane seront imposés. All the way, ce qui signifie en hongrois tout ce qu'il faut. Il y aura donc de sérieux débats. Nous, Hongrois, devons y participer de manière à en tirer profit. Et dans le grand tumulte, il ne faut pas que les coups nous atteignent, même indirectement. Nous devons donc positionner nos arguments intelligemment. Si nous pouvons contribuer à une bonne négociation avec des arguments ou des perspectives, nous devons le faire. Mais le plus important est qu'à la fin, les discussions aboutissent à un accord acceptable pour les États-Unis et pour l'Union européenne. Si les États-Unis ressemblent à un grand cow-boy confiant, alors à quoi peut-on comparer l'Union européenne? Eh bien, nous sommes un orchestre. L'Union européenne repose finalement sur 2 piliers principaux, l'Allemagne et la France. Les institutions européennes aiment penser qu'elles représentent l'Europe. Mais Bruxelles n'a pas un poids réel dans les grandes affaires internationales. Paris a un poids, Berlin aussi. Et bien sûr Rome a son importance, et chacun a son influence. Mais Bruxelles en tant que tel n'existe pas. Dans ce contexte, bien sûr, quand il s'agit de réguler le marché intérieur ou d'établir des règles sur la migration, alors Bruxelles est présente. Mais dans les grandes épreuves internationales, ce n'est pas Bruxelles, mais Berlin et Paris qui sont aux premières lignes. Regardez par exemple, un gouvernement défaillant à Berlin et un gouvernement en crise en France. Cela montre bien notre force. Si l'on part du principe que la Hongrie a réussi à assurer une présidence tournante fructueuse, qu'elle a intégré la Bulgarie et la Roumanie dans l'espace Schengen, qu'ici à Budapest la déclaration de compétitivité a été acceptée, alors il se pourrait que je sois trop naïf en pensant que la relation entre la Hongrie et la Commission européenne deviendra un peu plus pacifique dans la période à venir. Il s'est instauré une relation de confiance entre les deux parties qui pourrait nous amener à être plus diplomates, ou alors cela relève d'une naïveté totale. Oui, je ne dirais pas que c'est de la naïveté, car je ne suis pas ici pour vous provoquer, mais je dirais plutôt que le monde fonctionne différemment. Ce n'est pas le cas en politique, où les acteurs ne sont jamais tout à fait en bon ou mauvais termes de façon générale. C'est ainsi que les analystes ont tendance à le voir, car dans la vie de tous les jours, on est soit en bon terme avec quelqu'un, soit non. Soit la relation est neutre, ou on peut la qualifier d'une manière ou d'une autre. Mais en politique, ce n'est jamais aussi simple. À Bruxelles, il y a des affaires où nous sommes en totale harmonie avec les responsables bruxellois, et je les soutiens dans tout ce qui est dans l'intérêt de l'Europe, y compris celui de la Hongrie, pour que certaines choses puissent être accomplies dans le monde. Nous devons établir de bonnes régulations pour le bien de tous. Et il y a des dossiers où nos points de vue sont irréconciliables. Par exemple, nous ne permettrons pas qu'ils transforment la Hongrie en un terrain d'expérimentation pour leurs règles idiotes qui imposent d'accueillir des migrants qui bouleverseront notre vie. Il y a des oppositions irréconciliables sur ces sujets. Ou encore, concernant la question du genre, il n'est pas étonnant que nous soyons traînés devant les tribunaux. Ce sont eux, ainsi que quelques autres pays, qui nous ont attaqués en justice. Ils estiment que les parents hongrois ne doivent pas être responsables de fixer les règles nécessaires au développement de leurs enfants, qu'il s'agisse de règles sur la circulation ou le contact physique, préférant permettre aux activistes du genre d'intervenir dans les écoles. Pour eux, c'est inacceptable. Pour nous, ce n'est pas leur affaire. Nous ne nous réconcilierons jamais sur cette question. Par exemple, la Commission a intenté un procès contre nous, soutenu par les partis d'opposition hongrois. Ils veulent récupérer de l'argent que la Hongrie avait déjà reçu. Nous ne serons jamais d'accord avec Bruxelles là-dessus. Donc, les choses ne sont pas aussi simples. Dans certains dossiers, la coopération entre Bruxelles et la Hongrie fonctionne très bien. Dans d'autres, c'est une opposition totale. En fin de compte, cela montre que nous sommes l'opposition de Bruxelles. Nous pensons que si nous ne pouvons pas changer Bruxelles, nous devons y prendre la majorité. Si nous ne parvenons pas à les transformer en une organisation qui représente les intérêts des États-nations, nous en souffrirons tous. C'est ce que nous devons faire avec Bruxelles. Nous devons prendre le contrôle, obtenir une majorité et transformer l'institution. C'est le but des patriotes. Oui, car la création des patriotes remonte à cette époque. Cependant, on pourrait dire que, du point de vue de certains,
Il est facile de dire qu'il faut prendre le contrôle de Bruxelles, mais l'Union européenne et le Parti populaire européen ont un énorme avantage qui remonte à plusieurs décennies. Ils ont, par exemple, un énorme avantage en infrastructure, et je suppose aussi en termes financiers, ce qui représente un handicap considérable. Donc, même si sur le terrain politique les patriotes réussissent de plus en plus et gagnent des élections, comment rattraper ce retard? Doit-on combler ce retard en matière de travail de fond? Un travail dans lequel des partis comme le Parti populaire européen ou les socialistes, donc les partis traditionnels, sont clairement mieux établis que les patriotes? Le Fidesz a été fondé en 1988 et les communistes avaient 45 ans d'avance. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis ici. Les communistes se trouvent en réalité dans la décharge historique. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe un avantage de position. Mais si tu es courageux, fort, si tu crois en ta propre vérité et que tu sais rallier des gens à ta cause, alors à la fin, tu gagneras. C'est ce qui va se passer à Bruxelles maintenant. Et tout comme chez les communistes, où l'instinct de survie s'est émoussé, où les réflexes ont ralenti, où ils n'ont pas remarqué que le monde était entré dans une nouvelle phase, où ils n'ont pas pu s'adapter et sont morts comme des dinosaures, cela va arriver aussi au Parti populaire européen. Ils vivent encore dans le passé. Ils ont conclu un accord. Les trois plus grands partis ont formé une majorité au Parlement européen, avec le Parti populaire européen sous la direction de M. Weber. Ils ont adopté un document. C'est comme si ce document nous parlait depuis le passé, alors que de nouvelles réalités sont en train de se créer. Cette époque est révolue. Je pense donc que, en politique, ce qui compte, c'est qui est viable, qui comprend l'avenir, qui sait s'adapter. Les autres, eux, évoluent comme des tortues des Galapagos. Est-il possible de faire le coup à d'autres partis, des représentants du Parti populaire européen? Il ne s'agit pas de faire le coup, mais de planter le drapeau, de parler clairement, et c'est sous ce drapeau que les gens viendront. Mais est-ce que cette alternative que les patriotes proposent a une place au sein du Parti populaire européen? Cette demande augmentera chaque jour. Nous sommes en réussite, tandis que sont coincés dans le passé. Le Conseil européen, où les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Bruxelles, a déclaré lors d'une conférence de presse que ce fut un débat intellectuellement stimulant et intéressant. Comment voyez-vous la direction élue de l'Europe? Je pense que cela fait une différence importante par rapport à la Commission européenne. Quelles sont les lignes de fracture actuelles entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne? La guerre et la recherche de la paix sont la fracture la plus profonde. Car, selon eux, c'est leur guerre. Tout le monde est pareil, sauf la Hongrie. Et certains ne disent rien. C'est aussi une tactique de survie. Nous sommes trop proches de la guerre pour ne rien dire. Mais la différence est que, si tu te sens impliqué, ou non, si tu te sens concerné et que les radicaux, les partisans de la guerre, parlent de la sorte, alors il faut mobiliser toute ton énergie. Ce n'est pas un problème de dire qu'on a dépensé 310 milliards, car je pense que c'est une énorme erreur. Mais c'est une erreur de ne dépenser que cela. C'est cela l'erreur. Parce que si on avait dépensé 400 ou 500, comme ils le disent, si on avait donné encore plus d'argent, envoyé plus d'armes, voire des troupes, alors on aurait gagné la guerre. Mais ma réponse n'est pas de dire que nous n'aurions pas gagné, mais que ce n'est pas notre guerre. Et cela montre immédiatement la ligne de fracture qui nous sépare. C'est ce qui divise profondément l'Union européenne aujourd'hui. La Hongrie, qui est au cœur de cette question, son budget s'inscrit fondamentalement dans la politique européenne. Je ne pense pas qu'on puisse dissocier le budget hongrois des processus en cours en Europe. Nous voyons que le Parlement a adopté un budget très ambitieux, incluant entre autres des prêts pour les travailleurs, sans programme d'aide à la Sandor, ni des aides au logement. Mais maintenant, à cet instant précis, comment se porte l'économie hongroise? Comment la voyez-vous? D'où partons-nous? L'économie hongroise a surmonté ces 3 années difficiles que la guerre a imposées, et elle n'a pas perdu sa chance de recommencer avec succès. Nous n'avons pas joué notre avenir ces 3 dernières années, et nous avons su maintenir nos chances pour un avenir réussi. C'est la chose la plus importante. Le fait est que, pendant ces 3 années, chacun a pu travailler s'il le souhaitait. Et sauf pour une année, chaque année, les salaires ont augmenté. Et nous avons pu maintenir la réduction des coûts énergétiques. Cependant, les gens ne voient pas cela de cette manière. Parce que chaque personne qui rentre chez elle et allume la lumière bénéficie déjà d'une aide gouvernementale. Car en Europe, c'est le Hongrois qui paye le moins pour l'électricité. Si quelqu'un allume le gaz, il fait aussi partie immédiatement d'un programme de protection gouvernementale. Car en Europe, c'est le Hongrois qui paye le moins pour le gaz. Et je pourrais continuer ainsi. Nous avons pu maintenir tout cela. Nous n'avons pas eu besoin de revenir sur la 13e pension mensuelle. C'est vrai que le déficit budgétaire a été plus élevé que ce que nous aurions souhaité, mais nous avons pu protéger des mesures comme la 13e pension. Nous n'avons pas eu à renoncer à quoi que ce soit en matière de protection de la famille. La question était, si nous tenons bon et que la paix arrive, dans quel état serons-nous?
dans un état nécessitant des soins et des renforcements, ou, lorsque quelqu'un nous regarde, il nous conseillera de prendre vite des vitamines ou du bouillon, car nous avons l'air de gens dont l'âme est partie. Ou bien serons-nous prêts à franchir la ligne de départ et dire que la paix commence, que nous sommes prêts à partir en trombe. Et l'économie hongroise est dans cet état-là, prête à se relancer. Comment sera-t-elle? Où en sera l'économie hongroise à la fin de 2025? L'essentiel est que, depuis 2010, nous avons réussi à convaincre les Hongrois de nous convaincre nous-mêmes que nous étions capables de réaliser des choses que nous n'aurions jamais imaginées. Par exemple, que tout le monde a un emploi, que nous avons 1 million de nouveaux emplois, qu'auparavant, parmi 100 personnes, 53 travaillaient, aujourd'hui 81 le font. Ou encore, que nous avons mené des développements, que nous avons construit tant de ponts sur le Danube, que nous avons amené les autoroutes jusqu'aux frontières du pays, que les habitants de presque toutes les villes de comté, à l'exception peut-être d'une seule, sont désormais reliés par un système rapide d'autoroutes. Ou encore, que nous avons introduit des réductions fiscales pour les enfants, ce qui n'existait pas en 2015. Nous avons pu accomplir ensemble des choses telles que la réduction des coûts de l'énergie, des choses auxquelles nous ne croyions pas possibles auparavant. Je pense qu'il en sera de même après la guerre. Nous devrons à nouveau convaincre les Hongrois de nous convaincre, nous-mêmes, que nous pouvons accomplir des choses que nous n'avons pas encore réalisées. Le programme d'Emjan Sandor, les prêts étudiants, les prêts aux travailleurs, la construction massive de dortoirs, doubler la réduction fiscale pour les enfants. Je pense que 2025 sera une année où les Hongrois ne retrouveront pas seulement leur espoir et leur joie de vivre, mais se convaincront qu'ils sont capables de grandes choses, et cela aura des effets bénéfiques pour 2026, 2027 et 2028. Est-ce que la santé communautaire pourrait remplacer par exemple les statistiques d'une communauté allemande élégamment formulée, mais en mauvais état? C'est une question à $1 million. Qui pourrait la remplacer? Puis une affirmation plus audacieuse mais nécessaire pour pouvoir tirer quelque chose de cette crise. Car l'économie hongroise, pendant une longue période, a été trop unilatéralement liée à l'économie occidentale, au marché commun européen, ce qui est compréhensible, mais cette dépendance persiste. La majeure partie de nos exportations, environ 80%, va vers le marché de l'Europe de l'Ouest. Nous avons eu 4 années difficiles avec les Américains, où tout a chuté, les investissements américains sont passés de la 2e à la 4e place. Maintenant que nous voyons que l'Europe est en crise, notre seule réponse doit être de développer encore plus rapidement nos relations dans toutes les autres directions. J'ai beaucoup d'espoir pour notre relation avec le président américain, je souhaite conclure avec lui un très gros paquet de coopération économique. Cela avance bien et cela se concrétisera. Il est très important que nous ne renoncions pas à nos relations existantes avec les Russes, surtout dans le secteur énergétique. Mais là où les sanctions ne l'interdisent pas, je conseille aux entrepreneurs hongrois d'aller de l'avant et de participer à la vie économique russe. Et il est aussi crucial que nous convertissions en relation économique la relation favorable avec les Chinois que nous avons développée pendant des années. Cela aussi avance bien. Je pense donc que plus la situation en Europe se détériore, plus nous devons avancer vigoureusement dans toutes les autres relations économiques, dans tous les autres marchés. Nous avons préparé les conditions politiques pour cela. Au sein du Conseil turc, nous pouvons avancer. Les Turcs sont l'une des économies les plus dynamiques, et de nombreuses grandes entreprises hongroises ont fait des investissements stratégiques dans les Balkans, d'où viendront des ressources énergétiques, de la puissance, de l'argent pour le développement de l'économie hongroise. Ainsi, l'essentiel dans la neutralité économique est que nous ne devons pas accepter l'idée que nous allons nous affaiblir avec le déclin des marchés occidentaux, mais que nous devons avoir une réponse à cette situation et compenser ce que nous perdons dans la direction européenne par des gains dans d'autres directions. Cela ne sera pas facile, et cela ne se fera pas d'un jour à l'autre. La vie politique hongroise n'a pas été ennuyeuse en 2024. Par exemple, il y a eu un décret de grâce cette année. Beaucoup peuvent penser que cela fait longtemps que cela a eu lieu. Et je pense que cela a aussi touché émotionnellement les familles de certains d'entre vous, car ils ont pu perdre des personnes comme Varga Judi ou la présidente du Parlement, Katalinova, qui ont été élevées pendant des années ou des décennies. Le gouvernement hongrois a-t-il déjà surmonté ces vagues? Qu'en pensez-vous? Ils n'ont pas eu besoin d'être élevés, car ce ne sont pas des gens qu'on pourrait simplement ériger. C'est peut-être pour cela qu'ils ont été réussis. En politique, les choses se construisent à partir de la performance. On ne peut pas construire quelqu'un s'il n'a pas les qualités nécessaires, la performance, le temps, le travail et la volonté. Les acteurs ne sont pas créés, il y a beaucoup de travail derrière. Et c'est pourquoi notre perte n'est pas une perte d'effort de communication, mais plutôt le fruit de plusieurs années de travail acharné. Par conséquent, votre perte est encore plus significative que vos mots ne peuvent l'exprimer. De plus, ce n'est pas seulement une perte pour nous. Je veux dire, ce n'est pas seulement pour le côté droit. Nous parlons de superstars mondiales. Peut-être que cela n'était pas connu en Hongrie, mais nous parlons de 2 superstars mondiales. Les stars de la politique mondiale. De Pékin à la Tanzanie, de New York à Moscou. Lorsque ces personnes parlaient de leur sujet, l'état de droit, les relations européennes, la protection de l'enfance, la politique familiale,
elles étaient accueillies comme des stars dans tous ces endroits. Le terme star doit désormais être compris comme des étoiles, derrière lesquelles se trouve une véritable performance. Et ce sont des personnes venant d'un pays où ces choses ne sont pas seulement discutées, mais réalisées. Mais ce n'est pas facile à représenter correctement. Il faut énormément de compétences pour cela. Réaliser une bonne performance en Hongrie et la présenter et la vendre à l'étranger est une tâche très sérieuse. Et c'est ce qu'ils ont su faire. Je n'en revenais pas des blessures que nous avons subies en les perdant, mais il n'y a rien à faire. La politique est un domaine particulier. On fait une bêtise que l'on ne peut même pas expliquer. Et encore moins le public ne comprend cette situation, qu'un gouvernement qui s'est engagé à protéger les enfants, non seulement économiquement, mais aussi en assurant leur sécurité physique, leur développement sain, les protégeant contre leurs ennemis, même contre les pédophiles, puisse se retrouver impliqué dans un scandale pédophile. Comment se fait-il qu'une personne impliquée dans un tel scandale reçoive une grâce? Personne ne comprend cela, personne n'a compris. Et dans la politique, si on ne comprend pas ce que tu fais, c'est un problème. Car si tu fais une mauvaise chose, il y a des conséquences. Mais au moins les gens comprennent pourquoi tu as fait l'erreur. À ce moment-là, les gens te diront de résoudre le problème et de continuer. Mais si ce n'est même pas compréhensible, cela frappe en plein cœur. Et c'est pourquoi la droite a effectivement reçu un coup dur en début d'année, en février. Mais est-ce que cela a guéri? Où en est la réhabilitation? Est-ce qu'on peut guérir d'une telle blessure? Ce sont des blessures qui restent. Je pense que peut-être la meilleure façon de le formuler serait: nous avons guéri, mais la cicatrice demeure. Chaque blessure qui guérit laisse une cicatrice. Pour contrer cette interprétation pessimiste, on dit souvent que ce que l'on survit rend plus fort. En ce sens, si l'on considère comment nous avons traversé cela, je peux dire qu'à la fin de 2024, nous sommes plus forts qu'au début de l'année. En cette fin d'année, il y a beaucoup de discussions sur l'état du discours public, de la politique en Hongrie. Si vous me permettez, en tant que chrétien, j'aimerais vous poser la question. Est-il illusoire d'attendre des politiciens chrétiens que leurs paroles, leurs actions et leurs pensées soient en accord avec leur système de croyance durant leur travail politique? Est-il possible de séparer ces deux éléments? Doivent-ils être séparés ou non? Eh bien, il n'est pas illusoire d'attendre cela. C'est juste que nous devrions attendre cela, rien d'autre. Ce que nous attendons d'eux est tout à fait raisonnable. Mais seront-ils capables de répondre à cette attente? Et quel sera le niveau de cette réalisation? Là, il n'y a plus d'illusion. Selon l'enseignement, nous sommes imparfaits. Donc si nous attendons de nos dirigeants ce que nous n'attendons même pas de nous-mêmes, à savoir qu'ils soient parfaits, cela ne marchera pas. Il est parfaitement juste d'attendre cela. Au contraire, nous devons l'attendre, mais ensuite être déçus simplement parce qu'ils ne sont pas parfaits n'est peut-être pas juste. Nous devons plutôt viser l'équité. Donc, les grandes erreurs doivent être punies sévèrement, les petites erreurs doivent être punies de manière moins grave. Mais dans une culture politique chrétienne, l'attribution de reconnaissance et de punition selon les attentes, je pense, doit être appliquée. Et nous avons fini par recevoir cela. Peut-être que notre peur, ou notre espoir, est que l'état du discours public en Hongrie se dégrade l'année prochaine. Où sera-t-il meilleur? Où est-ce la situation actuelle? Je ne veux pas vous tromper. Et nous ne parlons pas seulement de la Hongrie, mais du monde occidental dans son ensemble. Donc, il se passe quelque chose qui change la manière dont les gens interagissent entre eux, la manière dont ils se parlent. Cela change à la fois techniquement et dans le fond. Cela va au-delà de la politique. Le poids des rencontres personnelles dans nos vies change. Eh bien, nous pouvons nous atteindre instantanément à travers ces petits écrans électroniques. Le fait de saisir du contenu réel devient rare, car tout devient de plus en plus virtuel. Bien sûr, il est possible de discuter par message. Mais si nous nous asseyons et que je regarde dans vos yeux, je vous touche, je vous dis, je suis là, cela reste bien différent de la façon dont le monde d'aujourd'hui enseigne aux gens à se parler entre eux. Nous ne parlons donc pas seulement de politique, ni de la Hongrie, mais il y a une transformation qui affecte la politique elle-même. Maintenant, l'impact de cela sur la politique est particulièrement destructeur. De plus, il semble s'agir d'un monde illimité ou difficile à limiter. Ici, tout semble possible. Des choses terribles se passent. Des propos sont tenus dans des styles que l'on n'a pas besoin de soutenir personnellement, car on n'est pas là. Vous ne me dites peut-être pas de choses blessantes, non seulement parce que, comme je l'ai mentionné, vous êtes un chrétien et que cela ne vous ferait pas de bien, mais aussi parce que dire quelque chose en face demande un comportement réfléchi. Si je veux vous dire quelque chose de dur ou de très mauvais, je dois le formuler autrement que si je le tape sur un clavier. Ainsi, je ne suis pas là et je n'ai pas à assumer les conséquences. Ce sont des choses nouvelles, des choses qui semblent petites, triviales. Mais elles transforment la politique. Et si vous regardez, par exemple, un débat présidentiel américain, vous n'y trouverez pas un niveau plus élevé que dans les débats publics hongrois.
Nous parlons donc de la problématique de la liberté d'expression et des débats publics dans les démocraties occidentales. Un problème auquel nous faisons tous face, pas seulement en Hongrie. Bien sûr, nous vivons en Hongrie, donc ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en Hongrie, pas ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mais nous savons bien qu'il ne s'agit pas d'une erreur spécifiquement hongroise, mais d'un problème civilisationnel. Et c'est à nous de le résoudre. J'espère que cela réussira. L'interview de Viktor Orban du 22 décembre 2024 offre un regard unique sur une année marquée par des crises globales et des défis majeurs. Le Premier ministre hongrois aborde des thèmes cruciaux tels que la guerre en Ukraine, ses répercussions économiques et le rôle de la Hongrie dans la recherche de la paix. Il met également en lumière des valeurs fondamentales comme la résilience, le courage de défendre des convictions impopulaires et l'importance d'actions concrètes pour relever les défis mondiaux. Au-delà des faits, cette conversation nous pousse à réfléchir. Dans un monde en mutation rapide, où les crises semblent devenir la norme, comment maintenir une vision claire et des valeurs fortes? Et surtout, dans quelle mesure les principes évoqués par Viktor Orban peuvent-ils s'appliquer à notre propre vie, que ce soit dans notre carrière ou dans nos relations personnelles? Dites-nous en commentaire, selon vous, est-il toujours possible de concilier pragmatisme et valeurs éthiques dans un monde aussi complexe? Et quelle stratégie utilisez-vous pour surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs? Votre avis compte, alors partagez vos réflexions, car ensemble, nous pouvons apprendre et grandir. Voici quelques leçons sur lesquelles je vous invite à réfléchir ensemble. 1. Résilience face aux adversités. Orban parle de la difficulté des 3 dernières années en raison de la guerre en Ukraine et de ses impacts économiques. Sa capacité à maintenir la stabilité en Hongrie, malgré les défis externes, illustre la résilience. Dans la vie personnelle et professionnelle, les périodes difficiles sont inévitables, mais l'excellence réside dans la capacité à tenir bon, à s'adapter et à surmonter les obstacles sans perdre de vue ses objectifs. 2. Vision claire et courage de la défendre. Orban insiste sur l'importance d'une mission de paix et sur le rôle de la Hongrie en tant que pays chrétien, défendant des valeurs fortes. Avoir une vision claire et être prêt à la défendre, même face à des pressions extérieures, est une clé essentielle du succès. Que ce soit dans un projet professionnel ou un objectif personnel, il est crucial de rester fidèle à ses convictions et de persévérer malgré les défis. 3. L'importance de la pratique sur la théorie. Dans ses propos, Orban souligne que le christianisme est une pratique, pas seulement une théorie. Dans la vie, les actions parlent plus fort que les mots. Il est essentiel de passer de la théorie à la pratique pour réellement accomplir ses objectifs. Cela s'applique à l'apprentissage de nouvelles compétences, à la mise en œuvre de stratégies professionnelles, et à l'amélioration continue dans tout domaine. 4. Prendre des risques calculés. Orban mentionne que la Hongrie a pris le risque de parler de la paix alors que c'était impopulaire. L'excellence ne se construit pas sans audace. Prendre des risques calculés, sortir de sa zone de confort et agir différemment des autres peut apporter des résultats exceptionnels. Cela exige du courage et de la détermination à long terme. 5. Leadership dans la gestion de crise. Orban met en évidence sa gestion de la présidence de l'Union européenne pendant des moments difficiles. Le leadership se forge dans les moments de crise. Il s'agit de prendre des décisions stratégiques sous pression, tout en maintenant un cap clair. Que ce soit pour gérer une équipe dans des moments difficiles ou pour naviguer dans des périodes incertaines, un bon leader doit rester calme et agir de manière décisive. 6. L'importance de l'engagement et de l'action concrète. Orban souligne que la Hongrie, en tant que pays chrétien, doit agir concrètement pour aider ceux qui sont dans le besoin. L'excellence se mesure par les actions concrètes et l'impact réel. S'engager activement, prendre des initiatives, et non simplement discuter des problèmes, est la clé pour progresser dans n'importe quel domaine. 7. L'optimisme pragmatique. Bien que Orban parle des lourds défis de l'année 2024, il mentionne aussi qu'ils sont proches de la paix. Il est important d'adopter une attitude pragmatique face aux difficultés, tout en restant optimiste. La conviction que les choses peuvent s'améliorer, combinée à une action efficace, mène à l'excellence. 8. Communication claire et persévérante. L'argument de la Hongrie en faveur de la paix a été impopulaire au début, mais la persévérance d'Orban dans cette direction a permis de changer le discours public. La communication claire, soutenue et persistante peut changer les perceptions et ouvrir la voie à de nouveaux paradigmes. Il ne faut pas hésiter à porter un message important avec constance et conviction, même si celui-ci n'est pas immédiatement accepté. En somme, les leçons tirées des propos de Viktor Orban montrent qu'il n'y a pas de raccourci vers l'excellence. Elles reposent sur la résilience, la vision claire, l'action concrète, le courage de prendre des risques, un leadership solide et la capacité de se réinventer dans les moments de crise. Pour aller d'excellence en excellence dans sa vie personnelle et professionnelle, il faut allier conviction, persévérance et capacité à transformer les défis en opportunités. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.
J'espère que les leçons tirées des propos de Viktor Orban vous inspireront à aller d'excellence en excellence, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et de partager cette réflexion avec vos amis. Votre soutien est précieux et nous motive à continuer cette aventure. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.